La journée s'écoula sans incident et pendant 3 jours, la colonie poursuivit sa retraite. Nous arriverons bientôt à la seconde cascade, dit Crap, à l'aube du 4e jour en désignant la montagne qui se dressait au loin, dans un léger voile de brume. Je suis parvenu jusqu'à Dang, lorsque Tarlé a dévasté Neg. Et après Dang, la montagne, il y a lui et son village. La colonne avait fait halte sur la rive pour se nourrir d'écorce. Grog s'approcha de Sterfern. « Que faisons-nous » demanda-t-il. « Jonquille le nuage a fini de fondre en nous. Bientôt cette eau se mariera avec Kataï le gel et la forêt sera couverte de blanc. Les petits naîtront. À la prochaine lune, il vaut mieux s'arrêter ici. » Grog approuva. Sterfern avisa la colonie. « Nous ne construisons pas de digue maintenant, annonça-t-il. Si lui ne vient pas, nous la construirons l'an prochain. » Une trentaine de cabanes furent bâties à la hâte. Les arbres entiers furent sciés et abattus tout près du village provisoire pour que l'on n'eût pas à les débiter en petits rameaux et à entasser ceux-ci dans les magasins. Sterfern donna ensuite à tous la consigne de ne pourvoir les cabanes que d'une seule ouverture donnant sur le fleuve. Ainsi dit-il, l'homme ne pourra plus nous frapper par surprise. Pour nous atteindre, il faudra qu'il abatte notre demeure et le fleuve nous sauvera. Le fleuve ne gela pas cette année-là, mais la neige tomba en abondance. Quand les petits vinrent au monde, les mâles tinrent conseil. Bientôt commencera notre saison de liberté, dit Sterfern. Celui qui, au cours de son voyage, trouvera un bon emplacement pour le village, le signalera à son retour. Mais, interrompit Criff, croyez-vous que le fleuve n'aura pas de crue cette année? Il y en aura une, certes. C'est-à-dire qu'à notre retour, nous ne retrouverons ni le village ni le petit. L'eau emportera le premier et noiera les seconds. Nous n'avons pas de digue. Construisons-la maintenant, proposa un jeune. Impossible, répondit Sterfern. Kataï le gel n'est pas encore parti. Tout de même, c'est notre saison, s'écrièrent de nombreux castors. Voulez-vous qu'elle soit la fin de la colonie? Répliquèrent les sages. Le débat dura longtemps. Enfin, Crap s'avança au milieu du cercle et les voix se turent. Crap n'était jamais intervenu dans une discussion que pour prononcer des paroles sensées. Il était en outre estimé de tous et l'un des rares anciens survivants. Quand Tarlé a dévoré la forêt, dit-il, nous avons tous renoncé à notre saison d'or et sommes restés au village. Il parlait bas, comme à lui-même, pour se convaincre et poursuivit. Alors le danger était Tarlé. Aujourd'hui c'est l'eau, et pire que l'eau, l'homme. Nous ne devons pas quitter les nôtres. Il a raison, restons. Nous pourrons partir seulement quand les petits seront assez vigoureux pour nous suivre et se nourrir eux-mêmes. Et c'est alors que nous irons tous ensemble chercher un nouvel emplacement. Mais, objecta quelqu'un, si nous restons, les provisions seront suffisantes. Qui donc a dit que nous ne bougerons pas des cabanes? Répliqua Grog. Nous pourrons très bien trouver à manger non loin du village et rester sans cesse en contact avec lui. La discussion se prolongea car il fallait rompre avec un usage qui avait force de loi dans la vie des castors. Et la sagesse et l'intelligence finirent par l'emporter. Les mâles consentirent à ce premier renoncement. S'ils avaient imaginé tous ce auquel ils allaient être contraints, leur délibération aurait duré moins longtemps. Les premiers bourgeons annoncèrent le printemps. Peu à peu, la forêt se réveilla. Les arbres s'habillèrent de neuf, tandis que le peuple de l'air s'affairait en chantant. Les petits n'avaient presque plus besoin de tutelle et la colonie allait pouvoir partir à la recherche d'un site hospitalier. Mais l'hiver ne voulut pas mourir sans laisser un souvenir. Il appela Jonquille le nuage et Laf le vent. Jonquille occupa tout le ciel et se mit à gronder en lançant ses regards fulgurants sur la terre. Et Laf soufflait avec fureur. Puis Jonquille, grondant de plus en plus fort, se précipita tout entier sur la forêt, comme s'il voulait la punir de quelque méfait. Les jeunes pousses se cramponnaient à la terre, chaque feuille nouvelle était tremblante, Laf faisait plier et gémir toutes les ramures, et lorsque l'un des plus puissants fils de Ner lui résistait, il appelait le nuage et sa foudre. L'arbre alors était frappé à mort et s'abattait sur le sol avec un cri déchirant. Tapis dans leur cabane, les castors attendaient la fin de l'ouragan. Criff jouait avec ses petits, tandis que Touline les contemplait avec amour. Crap et Grog étaient descendus dans le magasin pour voir si l'eau montait. Soudain, Touline et Criff entendirent un bruit étrange au dehors. « Ce doit être Elka qui frappe » murmura Criff. La cabane, selon la consigne de sécurité, n'avait autre issue que celle du magasin.
trappe ouverte sur le fleuve. Touline contre la cloison prête à l'oreille. Le bruit continuait, léger et régulier. C'était le cas, répéta Criff. Mais il cessa de jouer et vint à son tour épier le bruit. Appelle Grog, dit-il un instant après. La femelle s'approcha de l'entrée du magasin et y vit aussitôt Grog. Il avait entendu le bruit, le trouvait suspect et pressa Touline de descendre dans le magasin avec ses petits. Lorsqu'elle eut suivi ce conseil, il plongea dans l'eau. Le fleuve bouillonnait sous la pluie qui tombait si drue qu'on ne voyait rien à 2 pas. Grog s'arrêta un instant pour écouter, puis nagea lentement jusqu'à la cabane de Sterfern. Il trouva l'ancien dans son magasin. Quelques instants après, ils sortaient ensemble et répandaient l'alarme de cabane en cabane. Bientôt toute la colonie fut dans l'eau prête à fuir. Sterfern et Grog remontèrent le fleuve en reconnaissance. « Vois, Sterfern, le poisson de bois. » Sterfern hocha la tête. « Je ne me trompais pas, dit-il. Lui cherche à pénétrer dans nos demeures. Il a pensé que les grondements de jonquilles, les sifflements de laf et le bruit de cette pluie torrentielle nous empêcheraient d'entendre nager le poisson de bois. Nous allons tous partir. Et le petit, eux aussi. Lui ne pourra nous voir filer sous les rideaux de pluie. Je guiderai les femelles et les petits. Toi, Grog, essaie de détourner l'attention des chasseurs. Entendu. » Sterfern s'éloigna. Touline sortit la première avec ses petits, qu'elle fit nager le plus possible sous l'eau. Puis successivement de chaque cabane sortirent les femelles et les jeunes. Leur groupe, suivant Sterfern, s'éloigna en quelques instants. Grog et les autres mâles se tenaient, anxieux, dans l'eau, sous les cabanes, mais aucune détonation ne vint se mêler au bruit des éléments déchaînés, et les castors respirèrent lorsqu'ils furent rassurés que les fuyards étaient déjà loin. Au groupe de Grog, maintenant, de prendre le départ. Crabbe s'était doué pour demeurer seul dans la cabane afin d'épier l'approche de l'homme. Il en perçut bientôt le bruit et l'odeur, descendit dans le magasin et attendit. Au premier coup qui enfonça le toit de la cabane, il plongea et rejoignit les compagnons qui l'attendaient au milieu du fleuve. En même instant, le bâton tonnant fit entendre sa voix. Jonquille l'orage, intrigué, cessa de gronder et la pluie tomba moins fort. Les castors purent distinguer sur la rive les hommes armés de leurs tubes redoutables. « En avant !» cria Grog. Tous plongèrent, juste à temps pour éviter la décharge nourrie qui vint cingler la surface du fleuve. Taillant l'eau profonde, ils filèrent comme des flèches. Ils avaient fait beaucoup de chemin et nageaient avec moins de hâte, lorsque le dernier de la colonne, se retournant, aperçut 3 longs poissons de bois, 3 barques lancées à leur poursuite et qui progressaient rapidement. D'un coup de queue, il donna l'alarme. Les castors connaissaient maintenant cet étrange poisson qui portait les hommes et donnait la mort. Ils reprirent de la vitesse, tous étaient des forts, les faibles avaient cessé de vivre lors de la première attaque du village. En peu de temps, les barques furent distancées de loin, mais la colonne maintint son allure la plus rapide. Il s'agissait de tenir bon jusqu'au coucher du soleil. Grog le premier aperçut à moins d'1 mille devant lui le groupe des femelles et de petits. Un castor venait à la rencontre des nouveaux arrivants, c'était Sterfern. Il s'approcha de Grog. « Ma troupe n'en peut plus, dit-il. Les petits ont besoin de repos et de nourriture. Où est l'homme ?»« Il arrive sur 3 poissons de bois, répondit Grog. Dans peu de temps, il nous aura rejoints. Grog, nous ne pouvons pas abandonner les petits. Que font-ils en ce moment? Ils sont à terre, dans les broussailles, en train de manger. Mais je te dis qu'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils aillent plus loin. Ce qu'on veut, on le peut, Ster. Flanque-les à l'eau à coups de queue, à coups de dents, avec l'aide des femelles. Mais au nom de notre mère, la forêt, va-t'en d'ici. Tu t'arrêteras plus loin. Pour le repos des petits, et ne repartira qu'au moment où l'un de nous te rejoindra pour te signaler que lui approche. Pas avant, pas après. Maintenant va, dépêche-toi. C'est compris, Grog. Grog détacha de son groupe une 20aine de mâles et leur dit de suivre Sterfern, de l'aider aux autres. Il déclara: Nous devons faire en sorte que les petits aient le temps de fuir. Il s'agit d'arrêter l'homme. Et comment? S'exclama le castor. Jusqu'à présent, nous l'avons fui. Maintenant, il s'agit de le retenir dans ces parages en y restant nous-mêmes. Tous alors se turent, plus ou moins angoissés, et se laissèrent porter mollement par le courant, tandis que le groupe de Sterfern là-bas se reprenait à fuir. La première barque approchait rapidement. Les castors qui se trouvaient à la queue de la colonne, saisis de panique, s'élancèrent en avant. Quelques braves tentèrent vainement de les arrêter. Bientôt, et malgré les appels de Grog, ce fut un sauve-qui-peut général. L'instinct de la conservation l'emportait sur le courage.
Cependant, Criff se retourna d'un bond et, criant, griffant, réussit à se frayer un passage dans les rangs compacts des fouillards. Il atteignit les derniers et se mit à nager vers la barque. « Criff, Criff, arrête-toi, que fais-tu » lui cria Grog. Mais Criff n'entendait pas. Il pensait à ses petits, à Touline, et il allait. Un coup de feu partit du poisson de bois, mais Criff continua d'avancer. Alors Grog imita son exemple et tous les autres avec lui. Le plan des chasseurs atteignit quelques-uns d'entre eux, mais le groupe dépassa la barque, qui dut virer sur elle-même afin de le poursuivre. Les castors essuyèrent une nouvelle décharge lorsqu'ils approchèrent de la seconde barque. Il y eut encore des tués, mais la colonne continua de remonter le fleuve, et Criff était toujours en tête. À l'approche du troisième poisson de bois, Criff cessa de nager et s'abandonna au courant. Un coup de feu l'avait atteint au front. Rien n'arrêta la marche de ceux auxquels il avait donné l'exemple. Le nombre des morts augmenta, mais les trois barques avaient viré de bord et remonté le courant à la poursuite des castors. La manœuvre de Grog avait réussi. Et tandis que les castors nageaient rapidement, les poissons de bois étaient déjà obligés de s'arrêter pour recueillir les corps flottants de ceux qu'ils avaient tués. Quand la vaillante colonne eut pris sur les chasseurs une avance d'1 mille environ, Grog appela Crap. « Il faut, lui dit-il, que tu ailles informer Sterfern de ce que nous avons fait, afin qu'il en profite pour fuir plus loin en ménageant les forces des petits. » Le vieux Crap gagna la berge et se cacha dans un fourré. Il vit ses compagnons s'éloigner, puis les barques passer lentement. Sur l'une d'elles, il y avait le corps de Criff. Il attendit quelques minutes, puis plongea et s'élança dans le courant. Après avoir parcouru 3 milles, il retrouva Sterfern, qui donna le signal du départ à son groupe de femelles et de petits. Quant à lui, Crap, il attendit sur place le retour de Grog. Ce dernier avait entraîné ses compagnons jusqu'au village abandonné. Là, par groupe de 5 ou 6, ils se réfugièrent dans les magasins. Les barques dépassèrent les cabanes, puis abordèrent la rive. Les chasseurs débarquèrent leur butin. Peu de temps après, l'une des barques redescendait doucement le fleuve et s'arrêtait non loin du village, tandis que sur la berge, 2 hommes prenaient la même direction. Ils portaient un rouleau pesant et mou que Grog, de son poste d'observation, eut vite reconnu. « Le piège de Liane, murmura-t-il, celui que nous avons ouvert avec nos dents. » Un des hommes cria quelque chose et la barque vint accoster près de lui. De toute évidence, les chasseurs se disposaient à tendre leur filet en travers du fleuve. « Allons, dit Grog à ses compagnons, c'est le moment. » Ils plongeaient et tous l'imitèrent. Un homme cria pour avertir les autres et courut chercher son fusil. Lorsqu'il put le faire tonner, les castors étaient hors de portée. Ils eurent vite disparu. Il faisait nuit lorsque Crap rallia leur colonne, qui plus tard abordait le campement de Sterfern. Les petits dormaient sur la berge, blottis contre leur mère. Ça et là, des sentinelles veillaient. « Et maintenant, où est l'homme » demanda Sterfern. « Nous l'avons laissé au village. » Sterfern dénombra du regard ses vaillants amis et comprit ce qu'il leur en avait coûté d'entraîner à leur suite les hommes jusqu'aux cabanes.